dans les images. Donc les images numériques aujourd'hui sont omniprésentes dans notre quotidien, y compris dans certains domaines très variés comme l'imagerie médicale, l'astrophysique ou encore les images de super résolution. Donc ici, l'idée c'est de se focaliser sur des textures avec une certaine orientation. En particulier, on va avoir deux types de structures. D'un côté, les structures géométriques qui vont posséder un certain contour. Et un des enjeux majeurs est de pouvoir améliorer la résolution de ces contours, qui vont servir typiquement pour la télévision HD, ou encore les images satellites ou les images biomédicales. Ce sont ce qu'on appelle donc des méthodes de super résolution qui vont être employées, car par exemple pour cet exemple-là avec une molécule avec un marqueur fluorescent, quand on l'observe au microscope, il y a un flou qui entache l'image à cause de la diffraction de la lumière. Et donc on souhaiterait pouvoir retrouver la trajectoire exacte de la trajectoire de la molécule, et ici donc localement de lignes auxquelles on va s'intéresser. D'un autre côté, on a des images de type texture qui ne présentent pas de contour apparent, qui revêtent un certain aspect aléatoire, mais qui néanmoins présentent une certaine forme d'organisation statistique et une forme d'orientation qu'on va essayer de caractériser. Alors typiquement pour les images médicales, il peut être intéressant de pouvoir détecter des changements d'anisotropie, donc des changements d'orientation ou de régularité dans l'image, qui sont en fait des marqueurs qui témoignent d'une anomalie. Donc par exemple, ça peut être la présence d'une tumeur ou d'ostéoporose pour la structure osseuse. Donc nous, on va à la fois s'intéresser aux structures géométriques et texturales, qui sont liées en partie, mais on va les traiter séparément car elles font intervenir des outils mathématiques différents. Donc ça nous amène à ce plan. Dans une première partie, on va s'intéresser à des outils probabilistes, basés sur ce qu'on appelle les champs aléatoires, je vais l'exposer ensuite, et qui vont nous permettre de modéliser et de synthétiser des textures dont on peut contrôler l'orientation. Et on va ensuite analyser l'orientation pour pouvoir détecter l'anisotropie et l'étudier. Et ensuite, dans une seconde partie, on s'intéressera aux structures géométriques et à la super résolution, donc des lignes 2D dans les images qui ont été dégradées. Donc je vais déjà faire un bref rappel historique des différentes découvertes et apports scientifiques qui ont permis d'aboutir à ces modèles de champs aléatoires à microtemps. Donc tout débute avec Braun, qui en 1828 découvre qu'une particule qui est en suspension dans un fluide subit un mouvement permanent et erratique, que les physiciens ont ensuite identifié comme étant dû au choc des molécules qui entourent cette particule. Il montre que les déplacements, donc les intensités des déplacements sont indépendants d'un instant à l'autre et qui suivent une distribution gaussienne. Et la trajectoire donc, irrégulière qui en résulte, elle est dérivable en fait nulle part. Ensuite, si une trajectoire, puisqu'elle a une variation très irrégulière, on ne peut pas prédire son comportement, en revanche, pour plusieurs particules, on va pouvoir le faire. Donc en général, les trajectoires vont pouvoir recouvrir tout le plan, un peu comme un tableau de Pollock ici, et si en fait on fait partir plein de particules du même endroit, Einstein a montré que elles vont diffuser dans le temps, et que la variance donc, de la gaussienne qui va modéliser ces déplacements va être directement proportionnelle au temps. Donc ça permet de caractériser entièrement, au moins d'un point de vue physique, le comportement du mouvement brownien. Et ensuite, c'est Wiener, un mathématicien, qui s'est chargé de construire un processus aléatoire qui réponde donc à ces hypothèses. Et il l'a fait de façon assez élégante, en fait, en construisant une géométrie entre un espace de fonctions de L2 et l'espace des fonctions des variables gaussiennes. Et donc, en prenant pour image de la caractéristique par cette géométrie le processus qui est indexé par le temps, on vérifie qu'il remplit bien les propriétés escomptées. Et au passage, cette isométrie nous permet de définir ce qu'on appelle une mesure gaussienne, contre laquelle on peut intégrer tout un tas de fonctions f déterministes. Et c'est sous cette formulation d'intégrale stochastique qu'on va ensuite pouvoir définir nos modèles de champs aléatoires. Une des propriétés importantes donc, du processus du mouvement brownien est qu'il est autosimilaire, c'est-à-dire que
on va avoir le même comportement qui se répète à toutes les échelles. Donc là, je l'ai illustré avec la vache qui rit, parce que dans les boucles d'oreilles, on voit son visage qui comporte une boucle d'oreille, etc. On le retrouve aussi donc, dans tout un tas d'objets fractals, comme le chevron Manesco ici, et aussi donc, dans les cours en bourse, qui sont en fait modélisés en partie par des marches aléatoires, donc des mouvements browniens. Et Mandelbrot, donc, qui a popularisé ces objets fractals, a en fait remarqué que les cours en bourse ne suivaient pas des accroissements stationnaires, donc les variations des cours n'étaient pas indépendants des stationnaires. Et donc il a modifié le modèle en proposant le mouvement brownien fractionnaire, qui est indexé par un paramètre h, qui va à la fois contrôler en fait, l'autosimilarité et également donc, la régularité auquel elle est reliée. Donc plus h est faible, plus la trajectoire qui en résulte va être irrégulière, et plus h est proche de 1, et plus la trajectoire va être lisse. Il a donné également la formule de la covariance et sa représentation sous forme d'intégrale stochastique, où on intègre donc une certaine densité par rapport à la mesure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, Caron a étendu ce modèle en 2D en remplaçant toutes les valeurs absolues ici par des normes, disons dans les formules. Et cette fois-ci, on n'a pas une courbe en 1D, mais on a une image qui s'apparente un petit peu à un nuage. Et de même, quand h est proche de 0, on a quelque chose de très irrégulier. Quand h est proche de 1, on a un nuage qui est plutôt lisse. Le problème, donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est que nous, on veut s'intéresser à des textures qui ont des orientations, et ce modèle est isotrope, donc il ne permet pas de tenir compte de ces orientations. Donc il a fallu avoir encore une méthode supplémentaire pour poser des modèles anisotropes. Caron lui-même a proposé le drap brownien fractionnaire, et c'est au modèle de Bonanni et Estrade dont on va s'intéresser. Donc les auteurs ont montré que, sous certaines hypothèses, le champ est anisotrope si et seulement si donc, la fonction de densité est radiale, pardon. Donc, par contraposé, si on prend une fonction de densité qui n'est pas radiale, ça va introduire de l'anisotropie. Donc ici, en partant de la fonction de densité du mouvement brownien fractionnaire, qui est en 1 sur xi puissance h, on a plusieurs façons d'introduire l'anisotropie. On peut modifier le paramètre de régularité et le faire dépendre de la fréquence dans l'intégrale stochastique. On peut aussi introduire une fonction d'anisotropie c de xi, qui va en fait faire une sélection de fréquences dans le plan fréquentiel. C'est ce qu'on va appeler la classe des champs H, S et CCI, pour autosimilaire et accroissement stationnaire. Et ensuite, on peut aussi jouer sur les deux tableaux et varier à la fois l'anisotropie et la régularité. C'est ce qu'on appelle donc la classe des champs ASBF pour champ brownien fractionnaire anisotropique. J'ai représenté à gauche l'inclusion de ces classes les unes dans les autres, et la partie qui est en orange, qu'on va appeler champ élémentaire, est un cas particulier où la fonction d'anisotropie est un cône qui va être orienté avec un angle alpha 0 et qui va avoir une certaine ouverture delta. Donc j'ai représenté ici un champ élémentaire avec un cône en bleu, orienté en alpha 0, et la texture qui va en résulter va être perpendiculaire à ce cône, et plus l'ouverture du cône va être étroite, donc plus les fréquences vont être confilées dans ce cône, et plus la texture va être orientée de manière importante. Donc voici un état de l'art des champs anisotropes que j'ai relevés, qui ont toutes comme propriété commune d'être à accroissement stationnaire. Donc sous cette hypothèse, on peut avoir une représentation sous forme intégrale stochastique, et elles partagent aussi une certaine propriété d'autosimilarité. Seulement, aucune de ces classes ne permet par exemple de contrôler l'anisotropie locale, et donc c'est l'objet de la première partie, de proposer comme première contribution de construire deux nouvelles classes de champs qui possèdent cette propriété, qu'on a baptisées GAFBF et WAFBF. Donc pour construire cette classe, on est parti de la sous-classe HSSSI, avec une fonction d'anisotropie C de xi. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire dépendre localement cette fonction ainsi que la régularité de la position donc, de x. Donc, voici la classe qu'on a construite du GAFBF, où vous voyez que C ici dépend de x et de même pour la fonction h. Donc c'est ce qui est en pointillé rouge et qui englobe donc la classe des champs HS et CC. Pour le cas particulier des champs élémentaires, là aussi le pendant local, c'est ce qu'on a appelé le LAFBF, qui est un cône qui va être localisé en un point.
Et je vous donne donc à terme ce que l'on obtient comme type de texture avec ce modèle, où on voit que le champ de vecteur ici qui est en blanc, qui représente des orientations que l'on veut imposer à la texture, il est gouverné par la fonction alpha de x ici, qui impose les orientations, et la texture que l'on va simuler suit en fait ce champ de vecteur. Si on zoome la partie rouge ici en un point, on remarque que localement, le champ a l'air de se comporter, la texture, comme un champ élémentaire que je vous ai présenté précédemment, où les lignes d'orientation sont perpendiculaires au champ de vecteur en blanc. Donc pour donner un sens théorique à ce que je viens de dire, comment se comporte le champ localement, on a besoin d'un outil qui s'appelle le champ tangent, qui va à la fois nous servir à analyser donc, le comportement local du champ, mais aussi de le synthétiser après en pratique. Donc le champ tangent revient à faire un taux d'accroissement un petit peu comme une dérivée fractionnaire, donc la dérivée pour un déterminisme donne une information locale sur une courbe. Là, on va, par analogie, on peut dire que c'est à peu près la même chose. On va regarder comment ça se comporte localement, le taux de similarité asymptotique. Et quand ce taux d'accroissement tend vers 0, on obtient un champ y de x0 qui va donner le comportement local. Donc je donne un exemple avec celui qui est assez connu comme champ, qui est le champ brownian multifractionnaire, où on peut faire dépendre la régularité de la position. Et dans ce cas-là, si on calcule ce champ tangent, on retrouve en fait un champ brownien fractionnaire de paramètres h de x0 fixé. Et pour synthétiser donc ce champ, puisqu'il l'approxime localement, on va attribuer à la valeur du pixel de la texture que l'on veut simuler la valeur de son champ tangent en ce même point. Donc là, j'ai représenté graphiquement ce que cela donne. Au milieu, c'est la texture au final que l'on obtient pour le champ brownien multifractionnaire. Donc on voit bien que la régularité varie de gauche à droite, c'est plus lisse à droite qu'à gauche. Et si on prend deux points x1 et x2, donc sur ces extrémités, on voit que le champ se comporte effectivement comme un brownien fractionnaire de régularité h de x1 fixé et h de x2 à droite. Et pour le simuler, donc, on va attribuer la valeur des pixels correspondant à la même position dans les champs tangents. Donc on va vouloir faire de même pour notre modèle, pour pouvoir à la fois le décrire de manière analytique, mais aussi le simuler. On va vouloir calculer son champ tangent. Donc pour cela, pour avoir des conditions d'existence sur ce champ tangent, on va lui attribuer quelques hypothèses qui portent sur la fonction h de régularité et la fonction c d'anisotropie. Donc je passe sur les hypothèses, mais elles ne sont pas du tout restrictives, ça permet d'avoir donc là deux champs assez riches. Et on a donc formulé ce théorème. Si x vérifie les hypothèses h, alors il admet en tout point un champ tangent qui est donné par cette représentation sous forme d'intégrale stochastique. Et là, vous pouvez voir que la densité obtenue ne dépend plus de x, x0 est fixé. Donc en fait, on retombe sur un champ h et ACCC. Et concernant donc la synthèse, cette fois-ci, puisque maintenant on dispose du champ tangent, on devrait pouvoir attribuer à chaque pixel la valeur du champ tangent. Mais cela, ça nécessiterait de simuler autant de champs tangents qu'il y a de pixels dans l'image, et ça serait extrêmement coûteux. Donc on va avoir... Donc là, j'ai illustré déjà, avec en chaque pixel, on a un champ tangent qui possède une certaine régularité et une certaine orientation. Donc il faudrait simuler tous ces champs y de x1, y de x2, pour pouvoir ensuite prélever qu'un seul pixel, ce qui n'est pas très économique. Donc on va plutôt utiliser d'autres méthodes qui s'inspirent de ce qu'a fait Wood et Mitcham. C'est-à-dire qu'on va discrétiser au préalable les régularités en des régularités fixes HU, et on va essayer de simuler la texture orientée à H constant. Et dans un deuxième temps, on va faire une interpolation de ces différentes textures avec des régularités différentes pour obtenir la texture à régularité variable. Donc je vais commencer par décrire le premier point. Pour synthétiser donc, les champs tangents en chaque point, parce qu'on a comme une orientation qui diffère en chaque point, et on va voir qu'on peut passer ensuite d'un champ tangent à l'autre de manière plus efficace. Donc on va utiliser une méthode qui a été explorée par Biamet, Richard et Moisin, où on va discrétiser les angles suivant des bandes θi, θi plus 1, où chaque bande en fait représente un mouvement brownien fractionnaire en une dimension. Et donc on va approximer
le champ tangent par une somme pondérée de ces mouvements moyens fractionnaires 1D, dont la pondération dépend bien sûr de l'anisotropie, de la fonction d'anisotropie du champ. Donc cette méthode est assez efficace pour simuler la texture, puisqu'elle ne nécessite que de simuler n mouvements moyens fractionnaires 1D, donc on dispose de méthodes efficaces en O L de log L. Et on va adapter en fait cette méthode pour pouvoir pour pouvoir simuler une texture dont les orientations varient. Et ça va être possible puisque en fait on est à h constant. Donc si on simule une fois pour toutes les bandes, pour toutes les orientations, et qu'on choisit pour fonction d'anisotropie un cône, celui que j'avais présenté tout à l'heure, et bien quand on va changer d'un pixel à l'autre d'orientation, la fonction d'anisotropie change, donc le cône tourne, son ouverture également peut varier, et en fait il va simuler différentes bandes dans ce cône qui vont contribuer ensuite dans la somme qui va approximer le champ tangent. Donc de cette façon, la seule partie un petit peu coûteuse, ça va être le précalcul des bandes, mais la complexité est raisonnable, ça se fait en peut-être une minute, et le reste de l'algorithme s'effectue très rapidement, puisque ensuite c'est presque linéaire en nombre de pixels. Le seul terme ici, log n, qui intervient, c'est que pour chaque pixel, on va devoir trouver les bandes qui se situent dans le cône, mais ça se fait par recherche dichotomique, donc c'est assez rapide. Donc voici ce que ça donne pour une texture orientée dont l'orientation varie sur l'axe vertical. J'ai pris donc un cône ici avec une fonction caractéristique. Vous voyez qu'il y a quelques artefacts qui interviennent. Ça c'est dû à la discrétisation du modèle. Donc pour pouvoir atténuer ces artefacts, on a en fait régularisé la caractéristique. Typiquement on a pris une gaussienne qui l'approxime sur son support. Et ça atténue un petit peu les bandes. C'est l'image qu'on observe là. Ensuite, la deuxième étape, comme je vous le disais, c'est à partir des différentes textures qui sont orientées avec une régularité constante, de pouvoir interpoler ces différentes textures pour en avoir une avec une régularité variable. Donc quand on est à un point qui a une certaine régularité h de x, on va en fait l'encadrer avec deux valeurs discrétisées HU et HU plus 1 qui sont les plus proches, et on va faire une interpolation sur un voisinage entre ces deux textures qui sont intermédiaires par rapport à la régularité que nous on cherche à simuler. Et cela se base sur la covariance qui prend en compte la structure spatiale du champ. Donc voilà ce que l'on observe. Si on prend une fonction de régularité qui varie linéairement de gauche à droite, c'est donc sur la première image on a une régularité qui est faible à gauche, donc c'est très rugueux, et à droite on a une régularité qui est plus grande, donc c'est plus lisse. On voit que ça varie bien de cette façon-là. Pour le caractère radial, c'est pareil, c'est plus irrégulier au centre que sur les bords, et pour H sinuosidal, on observe quelque chose qui est périodique dans la régularité. Et on peut aussi faire varier la directionnalité, c'est-à-dire en jouant sur l'ouverture du cône, on peut être plus ou moins directionnel. Donc là, on voit qu'à gauche, le cône que j'ai pris était très resserré, donc on est vraiment directionnel, tandis qu'à droite, c'est beaucoup plus diffus, et on aurait plus de mal à définir une orientation dans ce cas. Ensuite, on a proposé un second modèle pour pouvoir pallier les problèmes d'artefacts dont je vous ai parlé juste avant. Cette fois-ci, on ne va pas localiser en fait, les champs HSSI, mais on va les déformer. C'est une autre stratégie. On va les déformer par une fonction phi qui va être continuellement différenciable, et on s'est inspiré donc, des travaux de Perrin sur la déformation de champs qui, eux, étaient stationnaires. Nous, on travaille sur des champs qui sont à accroissement stationnaire et qui peuvent être anisotropes au départ. Donc, je donne un exemple. On a caractérisé de même le champ tangent de ce modèle-là, qui fait intervenir la matrice jacobienne associée à la déformation phi. Et voici un exemple. Donc, je suis parti d'un champ élémentaire X avec un cône où l'orientation ici est verticale, et je l'ai déformé avec une fonction phi, donc arbitraire ici, j'ai pris une rotation locale avec une certaine orientation alpha de x. Donc quand alpha est constant, c'est une simple rotation de texture, et quand alpha varie, on va générer des textures avec des formes un petit peu plus exotiques.
Alors le problème par contre de ce modèle, donc il n'y a plus d'artefacts, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, on voit qu'à certains endroits, la directionnalité n'est pas la même, donc elle n'est pas contrôlée. Et surtout, là, j'ai pris une fonction alpha de x, mais les orientations qu'on obtient ne sont pas celles-ci que l'on a injectées, parce que j'ai pris une fonction arbitraire d'une rotation locale. Et une question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une fonction de déformation phi qui permette à la fin d'obtenir une texture qui suive bien les orientations qu'on voulait prescrire. Et ensuite, puisqu'on parle d'orientation depuis tout à l'heure sur des images, qui sont la réalisation du champ, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pouvait pas définir une notion d'orientation pour les champs aléatoires eux-mêmes? C'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans la littérature, et dont on va développer maintenant dans cette seconde partie. Donc avant de parler d'orientation pour le cas aléatoire, on peut voir ce qui se fait pour le cas déterministe. Donc en général, pour définir une orientation en un point d'une image, on va s'appuyer sur la transformée de Ritz d'un signal, qui est définie ici en Fourier par ses deux composantes R1 et R2. Et en formant le vecteur R en gras ici par R1 et R2, on peut définir donc cette orientation locale en X et l'angle qui correspond. Bon, ceci en fait prend en compte toute l'image, c'est pas une notion qui est locale, donc on va voir ensuite comment l'améliorer. Une première façon de le faire, c'est de travailler sur un voisinage et d'essayer de minimiser les écarts au vecteur de Ritz par une fenêtre W ici. Cela se ramène à une maximisation d'un problème elliptique ici à droite, qui fait intervenir une matrice J qui est un tenseur de structure, qu'on appelle tenseur de structure. Et en prenant en fait les vecteurs propres de ce tenseur de structure, on obtient une estimation de l'orientation en ce point. Donc ensuite, pour prendre en compte les orientations qui peuvent varier sur différentes échelles, Unser et Holeder ont introduit les onglettes, et à partir de la décomposition de la fonction de Ritz de f dans cette trame d'onglettes, et en considérant leur coefficient dans un tenseur de structure J, on peut de même regarder les vecteurs propres associés et attribuer une notion d'orientation en chaque point et à chaque échelle. Donc nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, puisque c'est une méthode qui est très efficace dans le cas déterministe, c'est transposer cette méthode au cas aléatoire pour voir si on pouvait définir une notion d'orientation aussi qui est robuste. Donc on a commencé par caractériser les coefficients d'onglettes monogènes d'un champ qui est HSSI. On leur a donné ici leur expression sous forme d'intégrale stochastique. Donc les coefficients d'onglettes peuvent être vus eux-mêmes maintenant comme une variable aléatoire. Et en regardant la matrice de covariance de ces coefficients d'onglettes aléatoires, on montre que cette expression elle est proportionnelle à une certaine matrice J de X, ici, qu'on appelle aussi tenseur de structure, et qui va dépendre uniquement de la fonction de l'anisotropie. Donc ce qui est remarquable ici, c'est qu'on a une notion d'orientation qui va aussi être définie comme le vecteur propre de tenseur de structure, mais on montre que celle-ci en fait n'est pas dépendante de l'échelle de I, ni même de la régularité H du champ, ni même du choix de l'onglette phi. Donc la définition, comme je disais, pour l'orientation, c'est le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de la matrice tenseur de structure. Et on définit, comme le fait Unser, un indice de cohérence à partir des valeurs propres de la matrice qui permettent de donner un sens au caractère directionnel de la texture. Est-ce que c'est plus ou moins directionnel? Donc ensuite, on a vérifié la consistance de cette définition à partir de champs élémentaires ici, où on a pris un cône avec une orientation alpha 0 et une ouverture delta, et en calculant son tenseur de structure et son vecteur propre, on vérifie que celui-ci est bien proche de alpha 0 sinus de alpha 0, c'est-à-dire l'orientation qu'on a voulu imposer au champ élémentaire. Et on montre que l'indice de cohérence, lui, est le sinus cardinal de l'ouverture du cône, et donc quand le cône devient de plus en plus resserré, quand ça tend vers 0, cet indice de cohérence tend vers 1, et on est dans le cas où on est le plus directionnel. Réciproquement, si l'ouverture du cône est maximale, donc si on a delta qui vaut pi, on a un indice de cohérence qui vaut 0, et donc on est isotrope, il n'y a pas d'orientation apparente. Ensuite, on l'a testé sur la somme de deux champs élémentaires, avec une orientation alpha 0 et alpha 1. Et là, vu qu'on détecte une seule orientation, en fait, c'est plutôt pertinent, puisque en fait, notre modèle
nous permet de récupérer l'orientation qui est moyenne. Donc il y a une concurrence entre les deux cônes, et c'est l'orientation moyenne qu'on trouve. Et l'indice de cohérence dépend de la distance qu'il y a entre les cônes. Et enfin, on a montré que si on veut déformer un champ élémentaire par une application linéaire L, on récupère aussi une orientation qui est l'orientation du champ qu'on a déformé affectée par la matrice transposée de la déformation. Ensuite, dans le deuxième temps, on a voulu essayer de détendre cette notion d'orientation qui était ici valable que pour les champs H et CSI à un cas plus général d'une classe qu'on appelle les champs gaussiens localisables, qui sont des champs qui en tout point admettent un champ tangent. Et donc, puisque Falconer a montré que les champs tangents étaient presque partout H et CSI, justement, et bien il est naturel de poser comme définition que l'orientation locale de ces champs localisables correspondent à l'orientation de leur champ tangent au point x0. Donc de même, on a voulu voir si cette définition était consistante avec des modèles où on peut faire varier l'orientation locale. Donc on a repris les deux modèles qu'on a développés dans la première partie. Et ici, pour le premier, le LAFBF, on a montré que le champ tangent était un champ élémentaire de paramètres alpha de x0 et delta de x0. Et donc, par la définition qu'on a donnée précédemment, l'orientation locale correspond à celle du champ élémentaire. Donc, par l'exemple que j'ai donné, c'est bien cos de alpha x0, sinus alpha de x0. Donc comme c'est valable pour tout x0, eh bien, on a bien une orientation qui est prescrite en tout point par la fonction alpha. De même pour le deuxième modèle, qui est la déformation d'un champ élémentaire, on a montré que son champ tangent dépendait de la matrice jacobienne de phi, qui est une transformation linéaire. Et donc dans le cas que j'ai présenté juste avant, où on déforme le champ par une matrice L, si j'applique ça à L qui vaut la jacobienne, j'obtiens cette expression pour l'orientation locale du champ tangent. Donc maintenant qu'on a une expression qui ici qui est explicite, analytique, qui dépend uniquement de la jacobienne de la déformation, on va pouvoir reprendre l'exemple que l'on avait pris de manière arbitraire tout à l'heure pour voir quelle orientation il avait réellement. Donc je l'ai calculé, c'est l'expression qu'on a ici en bas. Le terme qui est en noir, c'est celui que, idéalement, on voudrait récupérer, c'est simplement l'orientation qui est imposée par alpha de x. Et on voit qu'on a un terme supplémentaire ici, qui fait que ça ne suivait pas l'orientation qu'on voulait. Donc qui dépend du gradient de l'orientation. Donc maintenant, la question qu'on se posait tout à l'heure, je vous rappelle, c'était est-ce qu'on peut trouver une fonction phi qui permette de prescrire vraiment l'orientation et de retrouver que le terme qui est en noir. Donc pour répondre à cette question, on a proposé ce petit diagramme-là qui est la construction d'une transformation conforme à partir d'une classe d'orientation, ici qui est restreinte aux fonctions harmoniques. Donc on calcule la fonction conjuguée de alpha, qu'on place dans un vecteur psi ici, et on va calculer une primitive complexe de l'exponentielle de psi pour construire notre transformation. Et on vérifie bien que l'orientation locale du champ avec cette transformation-là a bien la bonne orientation. Je passe les détails, mais je prends un exemple pour l'illustrer. Donc, le cas le plus simple de fonction harmonique dont on dispose, c'est une fonction affine, ax1 plus bx2 plus c. Donc là, dans ce cas ici, j'ai pris 2x1 moins x2 plus c. J'ai calculé, dans le cas général en bas ici, l'expression analytique de la fonction de déformation phi et sa jacobienne. Et je montre que dans ce cas-là, l'orientation locale est bien cos de alpha de x, sinus de alpha de x. On obtient bien ce que l'on veut, et c'est ce qu'on repère sur le petit dessin. On a un champ de vecteur que j'impose ici, donc, qui suit les orientations données par alpha, et la texture qui en résulte eh bien, suit bien les orientations également. Donc là, comme le premier modèle, on a une façon d'avoir une texture à orientation prescrite. Donc maintenant, je vais aborder la partie où on va essayer de détecter plutôt des structures géométriques dans l'image, et donc aborder la super résolution. Donc je pense que vous avez tous en tête des souvenirs de films comme Blade Runner par exemple, ou des séries policières où ils sont capables de retrouver le visage d'un suspect à partir d'une image d'une très mauvaise qualité. Bon, ça en pratique c'est pas réalisable en fait, c'est Hollywood qui fait ça. Mais dans certains cas plus simples où on a
une structure géométrique comme des lignes, ici, auxquelles on va s'intéresser, comme on a une notion de parcimonie, c'est-à-dire qu'il y a un faible nombre de lignes qui interviennent dans l'image, on va être en mesure, à partir d'une version vraiment dégradée, de retrouver les lignes exactes, donc leur position avec une précision infinie. Donc je vais commencer déjà par décrire de manière générale l'opérateur qui dégrade l'image. Donc on part de l'image exacte en bas, X, et on obtient, dans le cas que je vous ai présenté, une image qui est pixelisée ici, c'est un sous-échantillonnage. Mais on peut aussi par exemple considérer, c'est ce qu'on va faire par la suite, un opérateur de flou, comme quand on va observer au microscope la molécule de tout à l'heure qui est impactée par la diffraction. Et donc nous, ce que l'on veut, c'est à partir des données qui ont été dégradées, retrouver la vraie image X. C'est pour ça qu'on appelle ça un problème inverse. Et on peut également traiter le cas où il y a du bruit qui s'ajoute à cette image. Et dans ce cas-là, on va vouloir minimiser l'écart qu'il y a entre les données et le modèle ici à X. Donc ce problème est en général mal posé parce que quand on va prendre la matrice inverse, disons, de A, dans le cas où il y a du bruit, ça va fortement amplifier le bruit du fait que A est très mal conditionné. Donc ce que l'on fait généralement, ce qui est classique en optimisation, c'est qu'on rajoute un terme de régularité ici, qui va forcer la solution à habiter dans un certain espace. Donc typiquement, si je prends comme régulariseur ici la norme 2 du gradient, les solutions qui vont être reconstruites, ça va être plutôt une image qui va être lisse. Donc ça c'est plutôt problématique, on préfère ne pas trop lisser les contours. Donc il y a eu d'autres solutions qui ont été proposées. La deuxième qui est en vert ici, c'est une norme 1 qui est prise sur les gradients, où cette fois-ci les contours vont être préservés, mais ça va reconstituer des fonctions qui vont être plutôt constantes par morceau. Donc nous on va s'intéresser, donc ça c'était les deux premiers modèles avec les différentes normes. Nous on va s'intéresser à un troisième type de régulariseur en rouge qui s'appelle la norme atomique et qui va essayer de promouvoir en fait un faible nombre d'atomes, donc c'est des structures, ici ça va être des lignes, dans une image. Donc de manière générale, le paradigme de la décomposition atomique se présente de la manière suivante. On a un objet X que l'on souhaite reconstruire, dont on sait a priori qu'il s'écrit comme une somme finie d'atomes. Ces atomes peuvent être très généraux, très génériques, et on va lui associer une norme atomique qui va promouvoir en fait, un faible nombre d'atomes dans l'image quand on la minimise. Donc ici, son expression, à partir des atomes du dictionnaire, ça va être en fait une sorte de dilatation de l'enveloppe convexe formée par ces atomes. Donc je l'ai illustré ici avec un cas simple où j'ai pris 4 atomes qui correspondent à des vecteurs 2D, qui correspondent aux vecteurs de base du plan. L'enveloppe convexe de ces vecteurs, ça forme une boule unité qui est un carré. Et quand on va la dilater, donc ça va toucher en un point X et on va récupérer la norme atomique. Donc en fait, on retrouve dans ce cas-là la norme 1. Donc en fait, la norme atomique, c'est un cadre général qui permet de prendre en compte des normes plus exotiques comme la norme nucléaire aussi, ou d'autres. Ça a été appliqué typiquement pour faire de la super résolution de spike, d'impulsion 1D, à certains temps que l'on souhaite récupérer de manière exacte, et sans grille, à partir d'une version qui a été convolue. Donc pour cela, ils ont pris une régularisation TD, avec des mesures ici, mais puisqu'il n'est pas toujours très pratique de travailler avec des mesures, il y a une autre façon de faire qui consiste à prendre la transformée de Fourier de ces impulsions, et donc on se retrouve avec des exponentielles, ici. Et dans ce cas-là, on va minimiser cette fois-ci la norme atomique, où les atomes, ça va être des exponentielles 1D. C'est ce que j'ai exprimé ici. Donc le principe de super résolution dans ce cas, c'est comment à partir d'une version dégradée d'exponentielle, donc typiquement on a perdu les hautes fréquences, on veut reconstruire le signal complet en retrouvant les hautes fréquences. Donc nous, pour revenir à notre problème de ligne, on est parti d'un constat finalement assez simple, c'est que quand on coupe les lignes horizontalement, on obtient aussi des impulsions finies, avec une hauteur qui correspond à l'intensité lumineuse des lignes. Et de même, si on le fait sur les colonnes, là aussi on obtient des impulsions finies. Donc on s'est dit que si on essayait de contraindre la solution à être composée d'impulsions finies sur les lignes et sur les colonnes, alors on pourrait retrouver la structure complète des lignes en 2 dimensions. Donc la même chose du point de vue du Fourier,
si on considère cette fois-ci des exponentielles, on va essayer de promouvoir un faible nombre d'exponentielles sur les lignes et sur les colonnes pour retrouver la ligne en foyer. Donc dans un premier temps, il faut modéliser les lignes. Donc c'est une somme de Dirac le long d'une droite qui va être paramétrée par un angle et par une position, un offset qui coupe l'axe des abscisses. Ensuite, cette ligne va être impactée par du flou, donc un modèle de convolution phi qui va lui donner une certaine épaisseur, et on va discrétiser cette ligne de manière à récupérer donc l'image B ici, qui va constituer les données sur lesquelles on travaille. Donc, comme je l'ai dit, on va préférer regarder ce qui se passe en foyer. Donc on va regarder les Dirac, l'expression que ça donne quand on prend la transformée de foyer horizontale de ces lignes. Donc c'est ce qu'il y a en rouge ici. Et là on voit que la version floutée, elle, s'exprime comme la convolution sur les lignes et les colonnes par des filtres discrets G et H, dont on a donné certaines hypothèses pour qu'il n'y ait pas d'approximation supplémentaire qui vienne impacter le problème. Donc là, le problème inverse qu'on va résoudre, c'est comment retrouver X chapeau en foyer à partir des données B chapeau. Donc c'est ce que j'ai illustré ici sur les étapes de reconstruction de notre algorithme. On va partir donc des données B, ici l'image floue, éventuellement avec un masque qui est une zone sur laquelle on ne dispose pas d'informations. On lui ajoute du bruit, c'est ce qui donne Y en bas à droite, et on va vouloir retrouver en foyer les lignes, qui sont les hyperboles ici, X chapeau, à partir d'un programme d'optimisation que je fais figurer ici. Donc ça, c'est cette partie qu'on va détailler dans cette présentation. Et il y avait une deuxième étape qui consistait à récupérer ensuite les paramètres des lignes à partir de la solution X chapeau, pour pouvoir avoir une bonne estimation des angles avec une précision en dessous du pixel. Donc comme je le disais, le problème d'optimisation a besoin, pour donner une solution, de promouvoir un certain nombre de lignes dans l'image. Donc il va falloir caractériser ces lignes dans un premier temps. Donc si on regarde les images, les lignes, donc les droites, je vais les appeler droites dorénavant, parce qu'on va regarder ça sur les lignes et sur les colonnes de l'image cette fois-ci. Dans ce cas-là, si on regarde sur les lignes, ces droites, ils se composent comme un faible nombre d'exponentielles qui ne comportent pas de phase. Et dans le cas où on est sur les colonnes, l'expression, cette fois-ci, on voit qu'il faut apparaître un terme en rose ici, et donc il y a une phase qui intervient, et donc les colonnes s'expriment aussi comme une somme finie d'atomes avec des phases. Donc là, c'est nos deux contraintes sur les lignes et sur les colonnes. Et comme donc on peut voir ce qui se passe dans lequel il y a une seule droite, on a un seul atome, donc une seule exponentielle à chaque fois sur les lignes et sur les colonnes, dont la fréquence varie linéairement. C'est ce que j'ai représenté en bleu et en orange. Et on a montré donc là la partie qui va de gauche à droite. À partir de l'image, on a sur les lignes et les colonnes une seule exponentielle. Et on a montré aussi la réciproque, en fait, c'est que si on impose sur chaque ligne et sur chaque colonne qu'il y ait une seule exponentielle dont la fréquence varie linéairement, alors on retombe sur la structure de D. Alors dans le cas où on a plusieurs droites, on n'a pas réussi de manière théorique prouver cette équivalence, mais au moins d'un point de vue heuristique, la philosophie elle reste la même. On va vouloir minimiser le nombre d'exponentielles sur ces lignes et sur ces colonnes pour récupérer la structure de données. Donc l'outil qui permet de minimiser et de promouvoir cette parcimonie, comme je le disais tout à l'heure, c'est la norme atomique. Donc il faut dans un premier temps donner l'expression de la norme atomique de ces lignes et de ces colonnes. Donc dans le cas des lignes, ici, comme on n'a pas de phase sur les atomes, on dispose d'un théorème qui est important, qui est le théorème de Kara-Teodori, qui nous dit que un vecteur s'exprime comme un faible nombre d'atomes sans phase, si et seulement si la matrice Toeplitz qui est associée à ce vecteur est positive et est de rang K. Et sous cette condition, on est capable de dire que la norme atomique est la somme des coefficients CK ici qui interviennent dans la décomposition atomique. Dans le cas des colonnes, on a la phase qui existe, cette fois-ci elle n'est pas nulle. Donc du coup, on ne peut pas appliquer ce théorème, mais on dispose de ce qu'on appelle un programme semi-défini positif qui nous permet de calculer également la norme atomique. Donc celui-ci a été proposé par Tang et ses collaborateurs. On voit que la minimisation elle est faite sur deux variables, Q et T.
Et en fait, on s'est rendu compte que la variabilité n'était pas utile. Et donc, on a un petit peu amélioré ce programme semi-définitif positif, où cette fois-ci, on ne minimise que sur Q, et on minimise la première composante de Q. On a une expression un peu moins compliquée, sous contrainte toujours de positivité, et on a montré au passage que le minimum était atteint. Donc là, je récapitule les deux caractérisations de normes atomiques ici, et c'est ce que l'on va donc imposer dans notre programme d'optimisation pour promouvoir une solution parcimonieuse. Donc je ne repasse pas sur les détails ici, mais en fait on peut remettre ce programme d'optimisation sous une forme plus générique, ici où F est l'attache aux données, qui est un terme carré ici qui est régulier, G qui est les contraintes au bord qui symbolisent la norme atomique et qui va être proximable, et enfin des contraintes de positivité sur les matrices qui vont caractériser les lignes. Et on peut résoudre ce type de programme d'optimisation convexe par des algorithmes de type Chambol-Époque. Donc là, je viens de décrire l'étape d'optimisation, la chaîne complète. Il y aurait une autre étape, comme je vous le disais, qui permettrait de récupérer les paramètres. Donc pour cela, en fait, on ferait une estimation spectrale sur chaque colonne, donc avec des algorithmes de type musique, esprit, méthode de Prony, matrix Pencil, etc. Pour récupérer donc, les angles θ de la droite, les offsets ainsi que les intensités. Donc plutôt, je vais vous présenter ici les expériences numériques qu'on obtient à la fin. Si je prends trois lignes ici qui ont été convoluées, donc avec un léger flou, qui ressemble un petit peu à l'image de microscopie que je vous ai présentée en introduction localement, eh bien, on est capable de déconvoluer les lignes et de retrouver la position exacte des lignes à droite, avec leur bonne intensité qui est exprimée par une couleur différente ici. On a fait la même chose avec ces lignes qui sont immergées dans un bruit assez fort, et là aussi l'algorithme est assez robuste, on est capable de retrouver les lignes avec une précision en dessous du pixel. Et enfin, on l'a fait avec un flou assez conséquent, où si on devait ici faire tracer à la main les lignes, je pense qu'on ne serait pas exactement précis. Et l'algorithme, lui, atteint des précisions, donc je donne ici, à titre indicatif, l'erreur qui est commise sur les angles, les amplitudes et les offsets. Dans le premier cas, on était donc à 10-7. En fait, on pourrait aller plus loin si on essayait de tourner l'algorithme plus longtemps, mais voilà. Un des inconvénients de l'algorithme, c'est qu'il est assez lent. Mais on obtient des précisions qui sont vraiment en deçà du pixel. Y compris dans le cas de bruité, on est à 10-2, donc visuellement, on voit vraiment plus de différence avec la solution exacte. Donc là, c'est une petite animation qui montre au fil des itérations le comportement de l'algorithme. Ça débruite dans un premier temps une image, et ensuite ça reconstitue, en rebouchant les trous, ça reconstitue les lignes exactes. On a ensuite fait le test pour des lignes qui étaient proches, avec du bruit. Ici, si on ne nous le dit pas et qu'on ne prête pas forcément attention, on a l'impression qu'il y a une seule ligne. En fait, il y a deux lignes qui sont proches mais qui sont presque confondues. Et l'algorithme est capable de les détecter et de les séparer. On a fait ensuite le test pour un nombre plus conséquent de lignes. Ici, on a pris 7 lignes avec des intensités qui sont différentes. Donc, bien sûr, ça va dépendre du niveau de bruit. Mais là, dans ce cas-là, il est capable de débruiter l'image sous réserve d'avoir des séparations qui sont acceptables. Et on a une détection de même qui va être sous-pixelique, qui nous permet de reconstituer toutes les lignes. Et enfin, on a traité le cas d'inpainting, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on applique un masque dans lesquelles on ne dispose pas d'informations, et on va regarder si l'algorithme est capable tout de même de reconstruire les lignes dans ces zones-là. Et donc là, on voit qu'effectivement, les lignes sont prolongées, qu'il arrive petit à petit à reconstruire la ligne exacte. Et de même ici, en foyer, donc c'est la même procédure vue en foyer, ça reconstruit et ça rebouche les trous. On l'a fait avec un masque plus important, et là aussi l'algorithme réussit à reboucher les trous de manière cohérente, c'est-à-dire qu'il va relier les droites avec l'extrémité qui lui correspond bien. Et enfin, on a pris un cas un petit peu plus exotique où en fait on a qu'un faible nombre de pixels qui est à disposition,
Et l'algorithme là aussi est capable de retrouver la position des lignes à partir de ce faible nombre de données. Donc pour conclure, on a dans la première partie, pour ce qui concerne les structures aléatoires, on a proposé deux nouveaux modèles de champs autosimilaires anisotropes, dont l'orientation et la régularité sont contrôlables localement. On en a appelé des méthodes de synthèse efficaces. Et dans une seconde partie, on a introduit une notion d'orientation locale pour les champs aléatoires, qui a priori n'existait pas dans la littérature. Et une partie ici que je n'ai pas développée dans l'exposé, mais que j'ai abordée dans la thèse, c'est que puisqu'on dispose d'une procédure d'estimation des orientations en tout point, donc on a un estimateur des orientations, et on est en fait capable de donner la loi statistique de ces estimateurs qui peuvent servir pour donner le comportement local des orientations. Et enfin, la dernière méthode, la dernière partie, consistait à introduire une méthode de super-résolution sur des problèmes qui sont plus anciens, donc c'est la détection de lignes. Il y avait déjà, par exemple, des transformés de Hopf qui faisaient ça et qui détectaient de manière discrète des lignes. Mais le caractère discret fait qu'on était toujours limité à la précision du pixel, tandis que là, on emploie des méthodes de super-résolution qui sont récentes et qui permettent d'atteindre des niveaux de précision, donc quelque chose qui est continu et qui ne dépend pas d'une grille. Donc, en termes de perspective, il y a des aberrations et des prolongations des méthodes qui sont envisageables. Ce que l'on voudrait faire, c'est, pour l'orientation, plutôt que de travailler sur les coefficients d'onglette, en tout cas, on peut essayer de voir si on peut définir une transformée de Ritz directement d'un champ aléatoire. Mais on a été bloqué sur certains points théoriques. Ensuite, à partir de la caractérisation des lois statistiques des estimateurs, dont je viens de vous parler à l'instant, on aimerait développer des tests d'hypothèse pour tester la directionnalité des textures locales. Et pour la partie super-résolution, on voudrait améliorer l'extraction des paramètres des lignes, puisque comme je vous le disais, on le fait sur un peu des méthodes spectrales sur les colonnes à la fin, mais on le fait donc du coup sur des choses qui sont 1D. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est préserver la structure 2D pour avoir une récupération qui est plus robuste, puisque la première partie, elle, emploie justement une méthode qui exploite la structure 2D. Alors, en termes d'application, concernant les augmentations, on aimerait tester ça sur des images médicales pour voir si on peut faire ces tests d'hypothèse pour détecter des anomalies ou des changements de structure. Et pour la super résolution, puisqu'on est maintenant capable de détecter des lignes de manière continue, eh bien, une méthode heuristique envisageable serait de regarder localement ce qui se passe sur des patchs pour reconstituer des lignes localement et reconstituer donc la trajectoire au final. Et des perspectives à plus long terme seraient de traiter le cas d'orientation multiple. Dans ce qui se passe dans ces cas-là, si on peut adapter également des outils mathématiques pour le cas aléatoire. Et pour la super résolution, puisque là on vient de traiter des lignes, ça serait de l'étendre donc à des courbes en 2 dimensions. Voilà. Je vous remercie.